toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de cette interview organisée par l'association ISM, qui est une association dont l'objet est la promotion de la culture soufie. Ce soir, nous avons le plaisir et l'immense honneur d'accueillir un invité de prestige en la personne de Abdel Malik. Vraiment un grand merci d'être parmi nous ce soir. Avec grand plaisir. Ce soir, nous avons le plaisir de vous inviter à l'occasion de la sortie de votre dernier livre qui s'appelle Réconciliation, paru chez Robert Laffont il y a de cela 3-4 semaines à peu près. Ouais, dans ces ordres. 3-4 semaines, qui est vraiment un livre qui est facile à lire, qui est limpide, écrit avec un très bon français, un style vraiment propre à Abdel Malik, avec à la fois vraiment beaucoup de verve, des phrases très bien tournées, et par moments aussi on retrouve des punchlines aussi qui parlent directement au cœur. Donc Abdel Malik, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes slammer, rappeur, vous êtes aussi cinéaste, metteur en scène, à la fois dans le cinéma et dans le théâtre. Vous explorez différents arts et finalement vous essayez j'ai la profonde intuition que vous êtes quelqu'un qui croit profondément au pouvoir des mots, et vous avez, je pense, et c'est quelque chose que j'ai pu voir dans votre livre, ce souci vraiment de toujours trouver le bon mot, le juste mot, et le placer au juste endroit. Qu'est-ce que vous pouvez dire finalement aux personnes qui vous connaissent peu, voire pas du tout, pour compléter cette biographie, cette mini-biographie que je viens de citer? Je m'appelle Abdel Malik. Bonsoir à tous, bonjour à tous, salam alaikum. Donc je m'appelle Abdel Malik et moi je me définis comme artiste. Et si j'utilise, on va dire, tous ces médiums-là, c'est précisément parce que, je travaille selon, le médium que je trouve le plus pertinent pour partager l'émotion que j'ai envie de partager, en fait. Donc il y a certaines choses dont j'ai le sentiment que ça passera mieux par la littérature. Il y a d'autres choses, j'ai l'impression, qui passent mieux par l'image, le film, enfin, d'autres par le théâtre, etc., etc. Mais le lien de tout ça, d'une certaine manière, enfin, réellement, le lien, c'est la poésie. Et voilà, il y a cette idée comment... je me considère aussi comme un raconteur d'histoire. Et comment... raconter au mieux des histoires qui nous permettent de comprendre qu'on est un, qu'on avance ensemble, qu'on est liés les uns les autres, les unes aux autres. Et donc voilà, je suis, si je devais me définir comme ça, c'est ce que je dirais que je suis un artiste, je suis un saltimbanque, voilà. Tout à fait, c'est un terme qui revient souvent d'ailleurs dans vos différents ouvrages, et c'est un terme personnellement en fait que je trouve qui vous caractérise très bien. Merci. Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi, c'est vrai que dans le cadre est un peu inédit, nous sommes assis en tailleur. Pour définir un petit peu l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons, on est, pour information, en fait, à la Zawiya Qaderia Bouchichia, en fait, en banlieue parisienne. Le terme Zawiya, qui veut dire en arabe un coin ou un angle, en fait, et c'est vraiment concrètement en fait un lieu où on pratique l'invocation. Des pratiques spirituelles, on pratique des cercles de méditation et aussi par moments des chants spirituels. Donc c'est un haut lieu de la spiritualité, si je puis dire. Et cette interview en fait est faite pour la chaîne YouTube qui s'appelle Culture Soufie, donc qui est administrée par l'association ISM. Et voilà, donc vous pourrez la visionner le moment venu. Abdel Malik, encore un grand merci pour votre présence, tout simplement. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ça fait à peine un mois que votre livre est sorti. Finalement, si vous deviez prendre un peu une vue hélicoptère sur votre livre, c'est quoi le recul que vous en avez au bout d'un mois? Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, on a pour habitude de dire que un artiste, du moment qu'il accouche d'une œuvre, quelle qu'elle soit, elle ne lui appartient plus. En fait, finalement, c'est sa contribution au monde, c'est un cadeau qu'il fait pour l'univers en entier. Est-ce que vous avez ce sentiment-là pour ce livre et plus globalement pour l'ensemble de votre œuvre? Ouais, l'idée c'est ma démarche, elle est fondamentalement, profondément spirituelle. L'idée c'est de dire, comment en tant qu'artiste, comment je vais être utile d'une certaine manière. Utile
comment ma production artistique va pouvoir servir, en fait. Comment ça va être comment dire, ça va être un objet, un endroit, un moment où n'importe qui pourra puiser et que ça puisse servir. Et j'ai envie de dire servir à l'humanité dans son entièreté. Et c'est ça ma démarche, mon humble démarche, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est vraiment, pour moi, encore une fois, j'ai ce sentiment profond qu'on est là pour se soutenir les uns les autres, pour s'aider les uns les autres, pour faire en sorte qu'on puisse montrer finalement le chemin qui mène à la paix intérieure et cette paix intérieure qui permet la paix avec tous les êtres, qu'importe leur couleur de peau, leur religion, qu'importe. Et c'est profondément ma démarche. Elle est éminemment. Après, moi j'ai mon histoire personnelle. Oui. Rapport à la spiritualité, bien sûr, je suis musulman, je suis moi-même membre de la Tariqa Qadiriya Boutchichia, etc. Donc ça, c'est mon histoire à moi personnelle. Mais chacun, j'ai envie de dire, doit trouver justement cet endroit, ce moyen, ce médium qui va permettre justement d'être en paix avec lui-même et en paix avec les autres. Et être vraiment dans cette démarche de dire partout où on est, être utile à l'humanité dans son entièreté. Voilà. Très bien. Toujours par rapport à votre livre, vous dites d'ailleurs dans la Réconciliation qu'on vit une époque extraordinaire, mais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce que finalement ce livre s'inscrit dans cette volonté vraiment de rendre cette époque plus intelligible, plus compréhensible au plus grand, enfin un maximum de personnes? L'idée, c'est de se dire que, en fait, on vit une période particulière, oui. Rapport évidemment à la crise sanitaire, etc. Mais la réalité, c'est qu'on vit une période particulière globale depuis longtemps. Oui. Sauf que maintenant, j'ai envie de dire, on peut plus se cacher. Mais mon idée, c'est de dire que, en fait, ce moment, comment on va le vivre comme une opportunité? Comment on va transformer ce qui peut paraître un drame absolu, ce qui peut paraître ce moment tellement anxiogène, ce changement d'époque, cette entrée dans le 21e siècle, etc., où finalement plus rien n'est on a l'impression que plus rien ne fonctionne comme ça fonctionnait avant, etc., etc. De se dire, voilà, on est dans ce moment-là, comment on va transformer ce moment en opportunité? Comment on va faire précisément parce qu'on est empêché? Comment on va faire en sorte comment dire, néanmoins d'être en lien les uns les autres? Comment on va faire en sorte de vivre une introspection, quelque chose qui va permettre qu'individuellement et collectivement, on change positivement le monde? Comment on va être, encore quand je parlais tout à l'heure en tant qu'artiste, être utile, mais comment finalement, artiste ou pas finalement, en tant qu'être humain, comment on va être utile? Comment chacune, comment on va travailler à rendre ce monde meilleur, en tout cas à ce qu'il soit comme on voudrait qu'il soit, c'est-à-dire ces idées de justice, ces idées d'empathie, de partage, d'acceptation de l'autre, etc., etc. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on a une opportunité unique, précisément parce que on se rend compte que ce qu'on croyait évident jusqu'aujourd'hui, dans le monde, dans la manière du fonctionnement de notre société, on se rend compte que ça marche pas. Donc chacun, on peut réfléchir à quelle sera notre contribution à faire en sorte justement qu'on puisse accompagner ce changement positivement, qu'on puisse faire en sorte que on change de monde pour le mieux. Et comment chacun de nous on peut contribuer. Donc voilà, moi mon humble contribution, c'est ça, c'est écrire, c'est échanger, partager, mais véritablement aussi d'être force de proposition. Et je pense que on ne changera pas positivement ce monde si on se change pas nous-mêmes individuellement. C'est comment dire, c'est une démarche qui est une démarche j'ai envie de dire spirituelle de base, oui. qui est entendue dans toutes les spiritualités, précisément en islam. Oui. Et donc voilà, donc il y a cette idée vraiment comment on va se changer nous pour le mieux, pour comment dire, pour être un plus pour la société et pour le monde dans sa globalité. Tout à fait, et justement en parlant des artistes, dans votre livre vous faites un parallèle quelque part avec les politiques et vous dites finalement je crois de moins en moins aux politiques et à ceux qu'on appelle les intellectuels, par contre je crois véritablement aux artistes et cette croyance qui est profonde, qui émane du cœur, hein, on le sent, c'est quelque chose que l'on sent, et
enfin, finalement, vous vous dites c'est le moment pour les artistes vraiment d'être véritablement sur le devant de la scène, de faire parler en fait leur maîtrise du verbe et puis qu'on leur donne finalement toute la place qui leur est due en fait dans le pouvoir décisionnel, dans les aspects de gouvernance, même si on comprend bien qu'au travers de votre œuvre, l'aspect gouvernance c'est pas quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Ce qui vous intéresse vraiment, c'est d'amorcer, en fait, de mettre les gens sur des pistes pour qu'ils puissent se réinventer, se remettre en question et explorer leur intériorité. Donc, oui. Ce qui est important, c'est que, qu'est-ce que je pense? Je pense profondément, c'est pour ça que je parle des artistes Oui. et des poètes, des Oui. poétesses et des poètes. Oui. Mais la réalité, c'est que je pense que nous sommes tous des artistes. Oui. Dans le sens où notre œuvre d'art, enfin ce qui va être notre chef-d'œuvre, c'est notre vie. Et l'idée, c'est comment on va faire en sorte justement d'être comme ça dans une démarche positive et finalement de magnifier la beauté en toute chose. Magnifier la beauté en toute chose, c'est-à-dire dans son comportement vis-à-vis des autres, dans son être au monde, par rapport à notre environnement, etc., etc. Et en ce sens-là, les professionnels de la profession en politique, ils nous ont montré que finalement, en termes de faire avancer positivement les choses dans les différentes sociétés, etc., ils nous ont montré à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas plus compétents que d'autres. Et puis, il y a beaucoup d'incohérences dans leur manière de faire les choses. Et en ce sens-là, moi, ma démarche en tant qu'artiste, finalement, c'est de dire qu'on doit remettre l'humain au centre. Et remettre l'humain au centre, c'est-à-dire être capable de comprendre que on a tous un bout de solution. Et tout le monde est légitime à être entendu. Et notamment, précisément, nous autres, encore une fois, les artistes, les poètes, parce que justement, on est dans cette démarche de la quête de la beauté. Justement parce qu'on est dans cette démarche de comment on va avancer positivement tous ensemble. Justement parce qu'on considère que ce qui est important, c'est pas l'avoir, mais l'être. Justement parce qu'on a conscience que toutes ces idées je sais pas moi, le village monde, le tout économique, etc., on sait profondément que ça ne fonctionne pas. Oui. Et donc voilà, donc nous autres artistes, on est des rêveurs au sens que voilà, il y a cette comment dire, il y a ce rêve de société meilleure, etc. Mais comment aussi on s'active dans notre quotidien pour que ce rêve advienne, pour que ça devienne réalité. Et donc voilà, donc pour moi, c'est en ce sens-là où les poétesses, les artistes, les poètes, eh ben on doit non seulement être davantage entendus, davantage pris en considération, mais tout ça c'est une métaphore pour dire finalement que quelque part on est tous des poètes et on est tous des artistes et on doit tenir compte de cette sensibilité-là. C'est très clair et justement je me posais la question, est-ce que l'une des choses qui manque finalement à la société d'aujourd'hui, est-ce que finalement on n'arrive plus à voir le beau avec un B majuscule, et justement le rôle des artistes, de ce que je comprends, c'est vraiment faire ressurgir le beau, le montrer au grand public. Et si vous voulez, dans votre livre, vous parlez du règne de la quantité, c'est-à-dire qu'on est un peu omnibulé par la quantité, la marchandisation, le village monde, etc., des concepts que vous rappelez. Et du coup, vous, en tant qu'artiste, en fait, j'imagine que ça doit être un combat au quotidien, en fait, pour vous faire entendre, pour vraiment faire comprendre votre œuvre. Et c'est un petit peu le commun de tous les artistes sincères, véridiques, qui font tout avec le cœur. Donc, est-ce que c'est pas difficile à vivre au quotidien? C'est difficile à vivre, oui et non. Je veux dire, pas plus que n'importe quel être humain qui avance, qui chemine, qui a envie d'être en paix avec lui, avec les autres, qui voudrait que le monde soit meilleur, etc., etc. Donc nous, on se retrouve, on est dans cet endroit-là. Mais encore une fois, si on parle du beau, si on veut voir émerger cette beauté-là, on doit d'abord la trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est en ce sens-là aussi que, je disais rapidement, mais c'est en ce sens-là aussi où c'est donner l'importance à la spiritualité. C'est donner l'importance à l'esprit sur la matière. De dire finalement qu'on n'est pas juste corps. On n'est pas, comment dire, on n'est pas par rapport à ce qu'on a. Voilà tout ça en fait. Et en ce sens-là, c'est vrai que nous autres artistes, on a dans la société dans laquelle on vit, on a un impact particulier. En tout cas, on peut avoir un impact particulier parce que on travaille directement les imaginaires. Mais en même temps, cet impact, ce cheminement, ce travail,
les complications qu'on peut avoir, etc., elles sont pas différentes que n'importe quel être. La différence, c'est que nous, on en parle, on écrit dessus, on poétise ces choses-là, on essaye de justement de trouver d'être des miroirs d'humanité, de mettre en connexion les êtres, etc. Et c'est vrai que moi, ma démarche et mon combat, c'est celui-là. C'est comment on va, par le canal de mon œuvre, de mon travail, etc., comment travailler à faire peuple. Dans le fait de raconter les histoires, comment on va raconter une histoire qui sera des histoires inclusives, des histoires qui ne laissera personne sur les bas-côtés de l'histoire précisément. Et précisément dans des pays comme le nôtre, dans un continent comme le nôtre, la France et l'Europe, réfléchir aussi sur ces notions d'identité, dire qu'on peut avoir nos racines d'ailleurs et être véritablement français, européen, etc. Donc réfléchir l'identité, etc. Et c'est vrai que je mets ça en lien avec la spiritualité parce que en réalité, quand on met ça en lien avec la spiritualité, finalement, j'ai envie de dire qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, chacun son chemin, mais comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et si on ne croit pas en cette transcendance, si on ne croit pas... eh ben, on croit quand même dans le fait qu'il y a une chose qui nous dépasse, c'est que collectivement, nous sommes des êtres humains. Oui. Ne serait-ce que ça. Donc, on a une responsabilité les uns vis-à-vis des autres, qu'on croit en Dieu ou pas. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est de dire que comment être capable, en tant qu'artiste, de raconter des histoires qui nous permettent justement de faire un. Et de trouver finalement, dans cette unité-là, comment dire, de trouver aussi le multiple dans cette unité-là, et dans le multiple, trouver l'unité, et travailler comme ça, voilà. Et forcément, c'est nourri, ça ne peut être nourri que par la chose spirituelle, ça ne peut être nourri que par l'esprit. Et tous j'ai envie de dire, tous les artistes, de manière générale, à travers l'histoire, c'est cette idée-là, c'est de dire qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre qui... et ce quelque chose d'autre nous unit. Voilà. Très bien. Quand vous dites raconter l'histoire, je pense que vous, en tant qu'artiste, vous l'avez, l'histoire, vous la connaissez, vous la maîtrisez, vous l'exprimez par différents moyens, différents canaux, etc. Mais justement, il manque quoi finalement à la France, à tous les Français quels qu'ils soient, pour justement qu'ils puissent être en posture et en mesure d'écouter cette histoire, de l'entendre, ne pas faire que l'écouter, mais de l'entendre avec le cœur, de s'en imprégner, et finalement, pour que la réconciliation arrive petit à petit. Enfin, mais l'idée profonde de réconciliation, c'est qu'avant toute réconciliation extérieure, j'ai envie de dire, il y a d'abord une réconciliation à soi et soi-même. Et c'est en ce sens-là où je parle de spiritualité, c'est en ce sens-là où pour moi la religion au niveau personnel, c'est quelque chose d'important dans ce sens-là. Être en paix, c'est ce qui permet justement cette paix intérieure. Oui. Et c'est parce que je suis en paix que je peux être en paix avec les autres. Et ensuite, il y a tout ce travail de reconnaissance. Parce que c'est bien beau d'être en paix, c'est bien beau d'être réconcilié avec soi-même, mais encore faut-il que l'autre nous reconnaisse dans notre singularité, dans notre histoire, etc. Et reconnaisse que finalement, on est un, qu'on est ensemble. Et ça, j'ai envie de dire, c'est notre travail à nous autres raconteurs d'histoires. Comment on va raconter des histoires où tout le monde sera inclus, oui, de manière inclusive. Comment on va raconter ces histoires-là? Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a autre chose encore. C'est-à-dire que toutes les valeurs, finalement, les valeurs de notre pays, en France, de notre continent, en Europe, etc., faire en sorte que ces valeurs-là ne soient pas des choses comme ça évanescentes, inscrites sur le fronton des lieux publics ou des valeurs qu'on nous répète comme ça, mais que ces valeurs-là soient incarnées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire... on ne peut pas lutter pour la justice et être soi-même injuste dans sa vie au quotidien, dans sa manière d'exercer son travail, etc. On ne peut pas promouvoir la fraternité si dans notre vie de tous les jours, on n'est pas du tout dans une démarche fraternelle, etc., etc. Donc il y a cette idée aussi d'incarner, d'incarner les choses. Et in fine, si on parle de la France, si on parle de la République, si on parle des valeurs européennes, etc., et ben passer de ces gens finalement qui sont dans une démarche de com, ils disent les choses, mais ce ne sont pas des réalités dans leur vie, à finalement, nous, dans notre quotidien, faire en sorte que ce soit des réalités dans nos vies, concrètes, et ainsi on devient référent, ainsi on peut faire en sorte que la société, elle avance positivement, qu'on puisse avancer tous ensemble. Et ça, typiquement, c'est une démarche spirituelle, pour pas dire initiatique. Donc chacun finalement a un devoir d'exemplarité, et pour être crédible, pour donner des conseils, ça commence par
charité chrétienne commence par soi-même, Ouais, si ouais, on ouais. peut dire, Mais, si je puis dire. Et, mais même oui. au-delà d'être crédible, juste, j'ai envie de dire, être cohérent à soi et soi-même. Après, les autres, on est perçu d'une manière, qu'importe, je veux dire, on fait pas ça Oui. pour les gens. On fait ça, on fait ça dans son propre cheminement, Oui. dans sa propre. Parce que, in fine, et c'est aussi, ça a été aussi l'un des moteurs de l'écriture de réconciliation, c'est que, in fine, on meurt, en fait. Et on meurt tous. Oui. Donc, ce chemin-là, comment on va le vivre, comment on le vit personnellement, individuellement, comment on le vit en rapport avec les autres, etc., etc. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une réalité qui est bien concrète. Donc, à partir de là, c'est de se dire, voilà, je vais rester ici un laps de temps, comment je vais faire pour être comment dire, le plus utile aux autres, mais, et en paix avec moi-même, etc. Voilà, c'est ça, en fait. Et j'ai pensé à ça un peu plus que d'habitude, parce qu'au moment de l'écriture de ce livre, moi-même, j'étais malade. Oui. Donc, j'étais malade et donc empêché, enfermé, j'étais là et j'ai eu le Covid, oui. et la version dure. Et donc, voilà, donc on se dit, ben, en fait, les choses peuvent s'arrêter comme ça. Ouais. Et encore une fois, c'est quand on vit les choses dans sa chair, c'est toujours pareil, c'est quand on expérimente les choses que tout d'un coup, on prend conscience, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, que chacun de nous, on puisse, comment dire, être une inspiration, en tout cas, pour les femmes et les hommes de bonne volonté qui ont vraiment envie de changer les choses, qui ont vraiment envie que un autre monde advienne, ce fameux monde d'après, qu'il advienne véritablement. Et ben nous, on doit être dans cette, comment dire, dans cette démarche de fédérer les gens pour pouvoir avancer ensemble et faire bouger positivement les choses. Et vous l'avez vécu comment, en fait, cette période? Est-ce que enfin, vous avez été malade, effectivement, comme vous le dites, du Covid. C'était une épreuve quelque part, mais finalement, c'est ce que ça vous a permis peut-être de prendre du recul, de la hauteur sur l'ensemble de votre œuvre. Ça a été peut-être synonyme de dévoilement. Ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses sur vous, sur le monde qui vous entoure. Est-ce que finalement, s'il n'y avait pas eu finalement ce contexte sanitaire particulier, ce livre, il aurait eu une autre coloration? Oui, il aurait eu une autre coloration. C'est vrai que, encore une fois, on est dans un moment particulier, mais encore une fois, j'ai pas vécu ça comme une épreuve, mais vraiment comme c'est une opportunité. C'est tout d'un coup, on s'arrête et on a la possibilité de se revisiter d'une certaine manière, ou en tout cas de réévaluer son intention, de se dire finalement je fais ça pourquoi, de réfléchir à son intention, de se dire ok, et pour la suite qu'est-ce que je voudrais, et si ça devait s'arrêter là, est-ce que je suis satisfait, etc., etc. Et d'une certaine manière, le fait voilà, à la fois d'avoir été malade et d'être dans le contexte du confinement, etc., et j'en ai parlé, je l'ai écrit, le fait que tout d'un coup, de comprendre que, vous avez commencé en parlant du lieu où on est, de la Zaouïa, comment finalement l'endroit de méditation, l'endroit d'introspection, cet endroit où on se connecte au haut, et ben, en fait, ça peut être n'importe où, à n'importe quel moment. Et le fait d'être comme ça, et ben, de se retrouver dans cette situation-là, ça a permis ça aussi de repenser de cette manière-là. Et ça, c'est fabuleux. Et encore une fois, ma démarche, c'est vraiment celle-là, c'est de se dire, à chaque fois qu'on se retrouve dans des moments compliqués, et là, on est collectivement dans un moment compliqué, c'est pas juste de se dire, oui, on est dans un moment compliqué, mais c'est de se dire comment on va vivre ce moment comme quelque chose de positif. Comment ce moment, on va comprendre en réalité que c'est une opportunité. Parce que, d'une certaine manière, on n'en peut plus, on n'en pouvait plus, collectivement, à l'échelle du monde, de vivre comme on vit. Ce qui se passe au niveau écologique, les différentes catastrophes, ce qui se passe au niveau des injustices sur les êtres dans différents pays, chez nous ici, ce qui se passe entre, comment dire, le paradoxe qu'il peut avoir entre les valeurs et les principes qu'on nous martèle matin, midi et soir, et sont-ils réellement appliqués dans le réel, etc. Toutes ces choses-là, en fait, ça suffit, et de se dire, ben ok, comment avec les femmes et les hommes de bonne volonté, on va changer positivement les choses dans l'esprit de paix, dans l'esprit d'amour. Et je précise, l'esprit d'amour, c'est pas juste le truc sentimental, oui, mais cette énergie-là qui fait que on se reconnaît en l'autre, et on est dans cette démarche empathique, en comprenant que l'autre, c'est moi, etc., etc. Donc ça, c'est un moment fabuleux
justement pour changer de modèle. Oui. C'est un moment fabuleux pour se dire, en fait, ça suffit et de mettre en mouvement ce changement-là. Et en toute humilité, bien sûr, je considère qu'écrire réconciliation, voilà, c'est une pierre à l'édifice, réellement. C'est quelque chose de sérieux avec des propositions sérieuses, etc., qui vont dans cette démarche-là. Et encore une fois, les femmes et les hommes de bonne volonté comprennent ce que je dis. Et s'ils lisent ce livre, ils vont comprendre ce que je dis. Et les autres, tant pis, j'ai envie de dire. Les autres, ça sera comme... c'est comme de l'eau bénite sur... Bon, ça c'est autre chose, mais voilà. Il y a ceux qui ne veulent pas changer, c'est pas en lisant ce livre qu'ils voudront changer les choses. Mais au contraire, c'est de dire aux autres, vous n'êtes pas seuls, on peut véritablement changer les choses. Et c'est possible. Oui. Et d'ailleurs, vous le dites très bien dans votre livre, je ne suis pas là pour jouer, ceci n'est pas un jeu pour moi, et c'est quelque chose de sérieux. On sent que vous êtes appliqué, quand on décrit chaque mot, chaque parole, que vous y mettez du cœur. Et le fait limite d'être incompris par certains journalistes, certains médias, etc., j'imagine que ça a été un moment un peu éprouvant. D'ailleurs, on le ressent un petit peu dans votre livre. Enfin voilà, c'est des personnes qui connaissent peu ou à moitié votre œuvre, ou voire pas du tout, et qui se sont permis peut-être des jugements, parce que justement, vous êtes d'accord pour dire que le jugement résulte de la méconnaissance d'autrui, en fait. Totalement. Et c'est ça peut-être qui vous a aidé à regarder au-delà de ça, et puis se dire finalement c'est pas très grave, c'est pas ça qui va m'empêcher d'être moi-même et de rester fidèle à mon œuvre. Moi, ce que je fais, c'est pas du divertissement. Oui. Je suis pas, ce que je fais, je suis pas là pour amuser la galerie ou dire c'est pas du divertissement, c'est autre chose. Oui. Il y a des gens qui font ça, qui font du divertissement, et ils le font très bien. Oui. Mais c'est pas l'endroit dans lequel je me trouve. Et c'est vrai que je pense que on doit respecter les gens. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un, il faut que je le connaisse un minimum, je sache ce qu'il fait, etc. Et c'est vrai que systématiquement, face à certains journalistes, on est face à des gens qui font juste un business. Et que ce soit moi, un autre, une autre, c'est pareil en fait. Et l'idée, c'est de dire non, en fait, on a tous de l'importance. Et on doit respecter les gens. Oui. Et on peut pas, encore une fois, on peut pas vouloir le changement positif à l'extérieur si nous-mêmes, on n'est pas dans cette démarche-là. On ne peut pas souhaiter, je sais pas moi, le respect si nous-mêmes, on ne respecte pas l'autre, etc., etc. Donc c'est pas tant le fait que ça m'ait affecté ou pas, mais il faut juste, j'en parle. Parce que, in fine, comment dire, encore une fois, ce que je fais, c'est pour, comment dire, ceux qui ont, j'ai envie de dire, l'œil du cœur ouvert, ceux qui écoutent, ceux qui entendent, ceux qui ont envie de changer. Et les autres, Donc c'est juste que j'explique les choses et on peut pas vouloir le respect si on respecte pas les autres. Et malheureusement, il y a ça aussi. Et puis il y a autre chose de simple, c'est que il y a aussi une déontologie, il y a une éthique dans tout dans tout métier. Et aujourd'hui, notamment les journalistes, c'est des gens qui sont importants dans notre monde, dans notre société. Et de la manière dont ils font leur travail, ça détermine aussi la manière comment les gens se comportent dans la vie. Et je parle des journalistes, je peux parler des politiques, etc. Toutes ces personnes, ces gens qui sont en vue, ils ont une responsabilité en fait. Et voilà, et moi je suis un artiste et je considère aussi que j'ai une responsabilité en tant qu'artiste. Ouais. Et voilà, et donc j'essaye d'être cohérent par rapport aux valeurs que je prône de manière générale. Okay.